encore agir. Il n'est pas encore trop tard, mais quelles sont les solutions qu'il propose? Mais parfois, les solutions sont draconiennes et commençons par, Étienne le mentionnait, la première cause, c'est la destruction des milieux. Alors, une grande partie du rapport, là, pour ce qui est des solutions, met l'accent sur le système agroalimentaire, la façon dont on s'alimente, l'agriculture, par exemple. Un tiers de la surface mondiale est consacré à l'agriculture, 3/4 de nos ressources en eau douce. Par contre, quand on regarde précisément, c'est seulement 9% de ces terres-là qui, en fait, pratiquent l'agriculture dite durable. Alors, ce que les experts disent, c'est qu'il faut revoir ce système agroalimentaire, miser sur l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est produire en respectant l'écologie. De la technologie, il y en a. Il faut simplement avoir le courage de nos ambitions. C'est ce que plusieurs experts disaient aujourd'hui. Alors, l'agroécologie, c'est basé aussi sur une meilleure gestion de l'eau, mais aussi, il faut réformer la chaîne d'approvisionnement, réduire le transport excessif. Ça, c'est au niveau macro, Céline, mais il y a aussi des gestes qu'on peut poser dans notre quotidien, notre alimentation. Ça nous touche tous et toutes. Alors, réduire, par exemple, la consommation de viande. On le sait, ça a des effets néfastes sur la santé, sur la biodiversité, sur les changements climatiques également. Augmenter, donc, diversifier, en fait, notre alimentation, plus de végétaux aussi, et réduire le gaspillage alimentaire. Une autre piste privilégiée et qui a fait ses preuves, vraiment, c'est la protection des milieux. Oui, voilà, la protection des milieux, des aires protégées, la conservation aussi. Donc, investir, en fait, pour protéger des espèces. Une donnée qui est encourageante, peut-être une des rares dans le rapport, c'est que, par exemple, les mammifères et les oiseaux ont réduit, en fait, de 29% leur risque d'extinction dans 109 pays grâce à des investissements en 10 ans. Donc, c'est une des données qui est encourageante, une des mesures qu'on devrait peut-être continuer de préconiser. Autre fait important dans le rapport, les peuples autochtones. On estime qu'un quart de la surface est gérée, opérée par des peuples autochtones dans le monde. 35% se trouvent à être des aires protégées. Et on note que la nature se dégrade moins rapidement dans ces endroits-là. Et dans le rapport, on insiste justement pour inclure différents systèmes de valeurs et d'intérêts. On parle aussi d'autres incitatifs, les quotas de pêche, la restauration des écosystèmes. Quand on parle de restauration, ça peut aller de simplement planter des arbres. C'est l'exemple le plus simple qu'on peut avoir. Alors, beaucoup de solutions. Il y en a des petits gestes qu'on peut poser, mais c'est certain que ça prend aussi l'aval des gouvernements et de différents paliers, évidemment. C'est un changement des mentalités. Ça va prendre encore un peu de temps. Merci, Jacques Audrey. Au revoir. 1 million d'espèces menacées d'extinction, avec des activités humaines qui ont profondément altéré la nature sur la majeure partie de notre planète. Nous avons, grâce à eux, nous avons, grâce à vous, la base d'un travail sérieux et des pistes de solutions adoptées, et c'est important, avec les gouvernements, qui permet d'agir. Ce que nous dit ce rapport, c'est que protéger la biodiversité, c'est protéger l'humanité. Car nous, les êtres humains, nous dépendons fondamentalement de cette diversité du vivant. Nous en faisons partie dans un système qui repose sur des interactions dont nous ne valorisons pas assez les bénéfices, qu'ils soient matériels ou immatériels. Ce que nous dit ce rapport, c'est que la destruction de la biodiversité compromet les contributions vitales qu'apporte la nature à l'humanité, mettant en péril nos moyens de subsistance, un patrimoine, et pour moi c'est important de le dire ici, un patrimoine qui est aussi culturel, matériel et immatériel, la sécurité alimentaire, l'économie, la qualité de la vie. En outre, cette perte de biodiversité touche de façon plus forte les populations les plus vulnérables. Et pour toutes ces raisons, cette érosion de la biodiversité met en péril notre patrimoine mondial environnemental et avec cela, c'est une menace aussi pour la paix et pour la sécurité. Il est donc de notre responsabilité d'agir vis-à-vis des générations futures que nous n'avons pas le droit de continuer à spolier ainsi de ce patrimoine fondamental. Cet enjeu fondamental de l'érosion de la biodiversité nous rappelle aussi, et encore une fois c'est important de le dire ici, dans cette maison des Nations Unies, l'importance de la coopération, l'importance de la solidarité et l'importance du multilatéralisme. Cet enjeu appelle à des réponses à tous les niveaux, mais aussi au niveau multilatéral, à une coopération internationale en réponse à ce travail international qui a été porté par les experts.
À cet égard, 2020 peut être une année stratégique, et même dès 2019 avec le G7 qui se tient en ce moment en France, avec en 2020 le congrès de notre partenaire essentiel sur la protection du patrimoine naturel mondial, qui est l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et bien sûr en 2020 aussi la COP 15 sur la biodiversité qui se tiendra en Chine. Cette importance du multilatéralisme s'est traduite par le soutien qui a été apporté à l'IPBES dès sa création par les Nations Unies, à travers l'UNESCO, mais aussi la FAO, le PNUD et le PNUE. Et nous, ici à l'UNESCO, nous tenons particulièrement, je dois dire, à accompagner le travail formidable qui est réalisé par l'IPBES en tant qu'organisation scientifique des Nations Unies, mais aussi parce que nous sommes la maison de la diversité au sens large. Nous le faisons à travers la promotion de la coopération scientifique internationale, notamment nos programmes sur les eaux douces, nos programmes sur la recherche des sciences océanographiques, mais aussi à travers la valorisation des savoirs autochtones, qui a été bien prise en compte dans ce rapport. Nous le faisons aussi, et nous pouvons certainement le faire plus encore, en incitant et en accompagnant les États membres à plus et mieux introduire l'éducation au développement durable dans les programmes éducatifs. Nous mettons aussi à la disposition des États membres qui voudraient s'engager plus encore des moyens de conservation de la nature à travers les sites naturels du patrimoine mondial, mais aussi à travers les réserves de biosphère de l'UNESCO, réserves de biosphère qui concilient la conservation de la biodiversité et son utilisation durable par les populations qui y vivent. Ces labels de l'UNESCO protègent aujourd'hui à travers le monde l'équivalent de la surface de la Chine, mais pourraient être encore étendus si les États en prennent l'engagement pour redonner des droits à la nature, tandis que nous modifions nos comportements pour une solution durable qui permet de ralentir, voire de compenser la perte de biodiversité qui est à l'œuvre et qui est ici documentée. Pour conclure, je voudrais vous remercier de votre présence, saluer le travail extraordinaire qui a été ici établi par l'IPBES et par le réseau de scientifiques qui est représenté. C'est un enjeu, je crois, qui est fondamental pour la paix et la sécurité. À ce titre, c'est aussi un enjeu des Nations Unies et c'est aussi un enjeu moral et éthique pour nous tous devant les générations qui sont à venir. Merci. Merci de m'amener un petit parfum canadien. Vous savez que votre départ du gouvernement a causé une onde de choc, jusque chez nous d'ailleurs. Donc on est 4 mois plus tard. Est-ce que vous êtes plus serein aujourd'hui? Plus léger parce que quand du jour au lendemain, vous vous échappez d'une charge qui est très lourde, évidemment, moins de stress, moins de tension, surtout quand vous prenez à cœur votre mission. L'esprit quand même inquiet, l'esprit lourd, parce que j'observe le monde dans sa complexité, sa gravité, son urgence. Et par moments, je me dis comment opérer pacifiquement cette mutation. Oui, cette transition écologique. Vous savez, Victor Hugo disait « Le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable ». Et cette révolution, au bon sens du terme, elle est inévitable, elle se fera de gré ou de force, mais il faudrait qu'elle se fasse de gré. Et le temps est compté pour qu'elle se fasse de gré. Voilà. Et donc oui, j'ai cette inquiétude, ou alors bon, il faut à ce moment-là se mettre dans une espèce de bulle d'insouciance, de légèreté, etc. Mais oui, je suis assez inquiet pour être franc. Et je ne le suis pas de nature. J'ai plutôt une foi dans l'homme, dans le progrès, etc. Mais j'ai quand même conscience qu'on vit sur un seuil étroit de tolérance, que la technologie, la science, tout ça nous a un peu, quand même, a troublé un peu notre interprétation de la réalité. C'est-à-dire que on est un peu aveuglé, on ne se rend pas compte qu'en fait la vie tient du miracle, qu'on fait partie de ce miracle, mais qu'il en faudrait peu pour le compromettre. Quand même, M. Hulot, en démissionnant, est-ce que vous n'avez pas baissé les bras? Est-ce que ce n'est pas se résigner? Parce que finalement, c'est peut-être dans les gouvernements. Non, justement, se résigner, ça aurait été prolonger ma mission. Parce que c'était donner le sentiment, ce que les gens pensaient quand ils m'ont vu accepter cette fonction que j'avais plusieurs fois refusée, ils se sont dit, s'il accepte, c'est qu'on va vraiment se mettre en ordre de marche. Et qu'on va préparer cette transition écologique et solidaire et on va la planifier. Et je ne voulais pas, comment dire,
donner l'illusion que c'était ce qui était en train de se passer. Et ça aurait été une forme justement de résignation. À partir du moment où, au bout de quasi 18 mois, j'avais fait l'expérience qu'en réalité, on ne se mettait pas en situation de transformer un modèle sociétal, culturel, marchand, économique, qui soit adapté aux contraintes du XXIe siècle, à la rareté des ressources, à la vulnérabilité de nos écosystèmes et notamment de la planète. Je voulais pas, voilà, je voulais, comment dire, je voulais être sincère. C'est-à-dire dire non, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est pas en sous-traitant dans un gouvernement à un ou une ministre, aussi convaincu soit-il ou soit-elle, qu'on va arriver à transformer le modèle. Qu'est-ce que ça prend pour transformer le modèle? Déjà, partager une vision, partager la tâche. Parce que ce n'est pas une variable d'ajustement, ce n'est pas quelques corrections à la marge d'un modèle dominant qu'il faut opérer. C'est une transformation en profondeur. Ça ne peut pas être porté par un seul homme, par un seul ministère, par une portion de la population. Et vous avez mis en cause les groupes d'intérêt, par exemple. Oui, lesquels? Alors, pas que ça, mais il y a forcément une résistance, il y a une inertie, il y a des intérêts, des injonctions et des intérêts contradictoires. Et on est dans un monde où, en plus, chacun peut assez facilement revendiquer, exprimer des intérêts particuliers. Et avec parfois une puissance de feu importante. On sait, par exemple, qu'il va falloir s'affranchir des énergies fossiles. Derrière les énergies fossiles, il y a des acteurs économiques, il y a des emplois. Donc tout ça, évidemment, ça ne se change pas d'un claquement de doigts. Il faut changer le modèle agricole, qui est un modèle énergivore, qui est un modèle qui pollue les sols, qui pollue l'air. Ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, donc il y a des résistances. Et donc vous êtes en permanence confronté à des intérêts particuliers qui, additionnés, ne font pas évidemment l'intérêt général. Donc on parle des pétrolières, de l'industrie agricole, Vous avez, quand vous êtes ministre de la transition écologique et solidaire comme je l'étais, vous êtes à la croisée de tous les groupes de pression. Automobiles, pétroliers, chimiques, agricoles, que sais-je encore. Parce que, en fait, on entretient une forme de, de mystification. On pense que l'écologie, c'est juste un changement de cap. Mais non, c'est vraiment un changement de logiciel, c'est un changement de paradigme. On a jusqu'à présent été dans un modèle économique qui épuise les ressources et quelque part qui altère des équilibres qui ont mis des centaines de millions d'années à s'établir. Et on pense que simplement en ralentissant, voilà. Et en fait... Vous vous dites qu'il faut faire plus, en fait. Il faut changer totalement le modèle. On peut pas... Vous savez, vous connaissez cette phrase qui dit il faut être fou économiste pour penser qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini. Et l'équation auquel nous sommes confrontés, qui est très bien résumée dans le titre d'un livre d'un économiste anglais qui s'appelle Tim Jackson, il dit « Comment prospérer sans croître ?» Comment produire de la richesse, la partager, sans épuiser nos ressources. Et ça, c'est une équation qui tétanise beaucoup d'esprits et souvent les plus éclairés. Oui, parce que toute l'économie est basée sur la croissance. Oui. Et le problème, c'est qu'on est dans cette ambiguïté, c'est qu'on espère le retour d'une croissance qui, quelque part, malheureusement, est la cause de beaucoup de nos difficultés, notamment de la crise écologique. Une croissance qui épuise les ressources, une croissance qui sature l'atmosphère de gaz à effet de serre, une croissance qui épuise les sols, elle n'est pas compatible avec l'avenir de l'humanité. Puis on est encore dans cette ambiguïté où on pense que c'est un simple problème environnemental. Moi j'entends encore tout le monde me dire qu'il faut sauver la planète. Mais la planète, elle s'en fout. C'est l'humanité qu'il faut sauver. La planète, elle s'en remettra. Peut-être pas dans le même état, peut-être pas avec la même diversité, peut-être pas avec le même éclat, peut-être pas avec la même beauté, mais elle s'adaptera. Mais nous, on va être pris de court, et on est déjà pris de court. Donc, et tant qu'on n'a pas conscience que c'est bien notre propre avenir qui est concerné, on ne se met pas en situation de se dire, allez, chacun, où qu'on soit,
qui que l'on soit, quel que soit notre degré de responsabilité, on doit accueillir, participer, encourager, initier ce changement. Et donc, on est dans un enjeu universel qui concerne l'ensemble de la famille humaine, et certains pensent pouvoir s'exonérer de cet enjeu-là, pensant que leur statut géographique, économique, religieux, que sais-je encore, leur crée une forme d'immunité par rapport aux conséquences de la crise écologique. Non, on est au pied du mur, plus qu'au pied du mur. Le mot urgence n'a plus de signification. Et on est dans ce paradoxe, c'est que jamais l'humanité n'a été aussi brillante, intelligente. Tous les outils sont là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ce qui fait défaut, c'est une volonté et une intelligence collective. Définir un chemin, définir un cap, et que chacun prenne sa route à son rythme, mais converge vers le même objectif. Est-ce que tout tient des gouvernements, ou bien est-ce que les individus, les citoyens, peuvent avoir un impact à leur niveau? Cette idée que les politiques peuvent tout faire dans un système démocratique qu'il faut évidemment protéger à tout crin, là aussi c'est une forme d'illusion. S'il n'y a pas une coïncidence entre les aspirations de la société, des citoyens et les capacités des politiques, on reste dans des mutations qui sont marginales. Mais est-ce qu'il faut une direction qui vient d'en haut? Il faut un cap, il faut une vision, il faut une pédagogie. Et c'est pas difficile, c'est pas facile de faire la pédagogie aujourd'hui parce que soit vous êtes trop catastrophiste et vous dites aux gens voilà ce qui est en train d'arriver, voilà ce qui va vous arriver sur la figure, c'est-à-dire aux difficultés du quotidien qui sont palpables, aux souffrances palpables du quotidien, on vous ajoute une strate d'angoisse pour vous dire que vos enfants, si ça se trouve, vont vivre dans un monde invivable. C'est pas un exercice et c'est pas une tâche d'ailleurs très facile. Et moi souvent je culpabilise de le faire. Mais si vous tamisez la réalité, on reporte toujours la mutation. Et on se dit on a du temps. Et on sacrifie toujours l'avenir au présent. Et aujourd'hui, ce qui est la difficulté de nos sociétés, c'est nouveau, c'est inédit dans le parcours de l'humanité, c'est qu'il faut combiner le court terme et le long terme. Et nos institutions et les démocraties n'ont pas été capables de faire rentrer le futur et le long terme dans leur logiciel. Et c'est pour ça que, à mon avis, notamment une des priorités, c'est de faire rentrer le futur dans notre logiciel. Il faut quelque part, alors ça peut être dans un pays, ça peut être à l'échelle européenne, ça peut être à l'échelle des Nations Unies, il faut qu'à un moment ou à un autre, on ait comme seule grille de lecture le long terme. Et qu'on regarde si les décisions qu'on prend sur le court terme entravent, compromettent ou au contraire protègent le futur. Et parce qu'on est pris de court par, l'accélération du temps, on est pris de court par l'intrusion du long terme. Je prends un simple exemple très récent en France. Si vous pensez long terme, vous mettez une taxe carbone et vous faites en sorte que cette taxe carbone dissuade progressivement mais rapidement d'investir dans les énergies fossiles. Mais si vous privilégiez le court terme, vous enlevez de la taxe carbone parce que ça enlève du pouvoir d'achat et que ça ajoute des difficultés aux citoyens français. Comment on fait pour combiner les deux? C'est toute l'équation. Et c'est là qu'il y a une véritable difficulté, parce que quand vous parlez de changement climatique, en tout cas sous nos latitudes, quand vous parlez de l'érosion des ressources naturelles, du stress hydrique, de l'empoisonnement chimique des sols et éventuellement des corps, ce n'est pas forcément quelque chose que vous ressentez immédiatement, alors que le chômage, vous le ressentez tout de suite. Le problème d'être à 20 ou 30 euros de prêt par mois, vous le ressentez tout de suite. De ne pas savoir si vous allez pouvoir payer des études à vos enfants, vous le ressentez tout de suite. Et donc c'est très difficile évidemment de combiner ces deux enjeux. Et c'est pour ça que si les citoyens eux-mêmes n'expriment pas d'une manière très claire ce à quoi ils sont prêts à participer, mais encore faut-il que la volonté citoyenne rencontre l'organisation collective. Les Français, ils sont prêts, ils l'ont dit à plusieurs reprises, à changer leur mode alimentaire. Mais à la condition que si vous prenez des produits de qualité, de proximité, issus en partie, pas exclusivement de l'agriculture biologique, si le gouvernement ne fait pas en sorte que